Bienvenue sur Ici Éco. Une délégation du Fonds monétaire international a effectué une nouvelle mission au Liban pour évaluer la situation du pays et celle des réformes que les dirigeants doivent mettre en place pour le redresser. Le constat est clair, le Liban n'a pas entrepris les réformes urgentes, ce qui pèsera sur l'économie dans les années à venir. Selon la mission, le manque de volonté politique pour prendre des décisions difficiles mais cruciales pour lancer les réformes laisse le pays avec un secteur bancaire affaibli, des services publics inadéquats, des infrastructures en détérioration et une aggravation des conditions de pauvreté et de chômage. Au niveau politique, le patriarche maronite Bcharara a insisté sur la nécessité de préserver le Liban comme capitale spirituelle des maronites. Cette responsabilité incombe à tous les maronites, résidents ou expatriés, afin que le Liban continue à remplir son rôle particulier dans la région du Levant, a-t-il ajouté lors d'une visite à l'église Saint-Maron à Sydney, dans le cadre d'une tournée pastorale en Australie qui se poursuivra jusqu'au 24 septembre. Le patriarche Raï avait dénoncé l'autoritarisme exercé par les responsables au Liban. Selon lui, le problème de la majorité des sociétés civiles reste dans le fait que la plupart des responsables politiques ont perdu le sens du pouvoir. Par ailleurs, le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun, a affirmé lundi que le dossier de la présidentielle ne le préoccupait pas et ne le concernait pas. Le général Aoun a préféré mettre l'accent lors de sa rencontre avec une délégation du syndicat de la presse sur la sécurité du pays, sa mission principale en tant que militaire, notamment sur le dossier de l'afflux des Syriens aux frontières et les affrontements au sein du camp palestinien de Ain el-Helwi. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la visite de l'envoyé français Jean-Yves Le Drian, l'élection présidentielle et la plateforme Bloomberg avec Saïd Asmar, député des forces libanaises, et le professeur Maroun Khater, chercheur en finance et en économie. Et je commence directement avec M. Saïd Asmar. Bien, voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, M. Asmar. Merci à vous, Maurice. Et aussi Dr Maroun Khater. Merci beaucoup. M. Asmar, la vacance présidentielle va bientôt souffler sa première bougie. Et durant sa troisième visite à Beyrouth, l'envoyé français Jean-Yves Le Drian a implicitement conseillé les forces politiques, dont aussi les forces libanaises, de retirer leurs candidats respectifs, donc l'ancien ministre Jihad Azrour et le chef du Coran Marada, Slimane Frangieh, pour élire Joseph Aoun. Vous dites quoi? Oui, il a demandé ça. Mais vraiment, qui a répondu à Le Drian? On sait très bien que Berré et pas la résistance, alors Berré et Hezbollah ont dit qu'on ne veut pas retirer Slimane Frangieh, on ne peut pas discuter une troisième option. Alors de notre part, merci pour le groupe de 5, merci pour Le Drian, mais vraiment, ce n'est pas le dialogue comme Nabih Berré veut, qui veut nous sortir de ce problème. Alors en revanche, c'est le groupe de la résistance eux-mêmes qui ne fait pas le quorum, qui sort toujours de chambre de parlement et qui ne veut pas qu'un président iranien. C'est ce qu'on veut dire iranien, alors pour Hezbollah, pas pour les Libanais. Vous voulez me dire que jusqu'à nouvel ordre, c'est le Hezbollah et Amal qui insistent pour Slimane Frangieh. Ils ont dit ça. Donc, tout clairement à Le Drian. Ils ne sont pas prêts de retirer Slimane Frangieh. Ils ont dit ça en faveur de Joseph Aoun. Très clairement, ils ont dit en faveur pour n'importe qui. Pas pour Jihad Azrour, pas pour Joseph Aoun et pas pour n'importe qui. Ils ont dit ça à Le Drian et ils ne veulent pas que le dialogue que pour convaincre ou pour dire pour les autres, c'est Slimane Frangieh, vous allez venir pour élire Slimane Frangieh. Mais aujourd'hui, le chef du courant patriotique libre, Gebran Bassil, est sorti dire que le dialogue aujourd'hui avec le Hezbollah a pour but de trouver un troisième candidat, ni Jihad Azrour, ni Slimane Frangieh. Donc, Gebran Bassil veut, avec Hezbollah, de reprendre les dernières 6 années. Alors, ils veulent le gouvernement, que ce soit de la part de Hezbollah et de FPM seulement, et ils veulent que le président soit le dernier
mot à dire, ça c'est pour Gebran Bassil. Et si ça doit être Samin Frangi et c'est pas loin, alors il veut quelque chose en revanche. Pour une grande partie de la population, le général Joseph Aoun incarne le dernier espoir à une époque marquée par l'incertitude. Vous, en tant que force libanaise, à quel moment vous votez Joseph Aoun pour la présidentielle? On a dit ça en avant et on va le dire de nouveau. Pas de problème avec Joseph Aoun. Mais avant de voter pour Joseph Aoun, on veut savoir si tous les autres partis veulent Joseph Aoun ou non. On va rapporter le quorum si c'est Joseph Aoun, on n'a pas de problème. On n'a jamais sorti de la Chambre de parlement durant les élections parlementaires. On voit avec Joseph Aoun une personne qui a préservé bien les armées, les constitutions, tout le gouvernement dans des époques qui sont très difficiles. Durant 2019 jusqu'à maintenant, bien sûr, et Tayoun et tout ça. Oui. Alors, on n'a pas de problème avec Joseph Aoun, mais pour maintenant, il n'est pas un choix qui est sur la table parce que, très franchement, Hezbollah et le FPM ne veulent pas Joseph Aoun pour voter mais pour lui. Mais si Hezbollah et Amal aujourd'hui sortent et disent que non, on peut discuter aujourd'hui, on peut voter pour Joseph Aoun, vous n'êtes pas contre? Non. Pas du tout. Mais pour le président du Parlement, Nabih Berri, le dialogue est la seule solution pour sortir de la crise actuelle et finaliser l'échéance présidentielle. Même pour le président Berri, il part d'une convergence de vues avec M. Le Drian sur le fait que le dialogue est la seule solution. Et cela est actuellement possible pour ceux qui veulent l'intérêt du pays. Donc, vous ne voulez pas l'intérêt du pays? L'intérêt du pays vient de la Constitution. Vous refusez le dialogue? Non. Et il vous a promis que si vous allez assister à ce dialogue, oui. Il va appeler pour des séances ouvertes pour l'élection d'un président. Alors, premièrement, on a une Constitution. Alors, si on veut voter ou élire pour un président, ça sera dans la Chambre de Parlement. Ça peut être dans des dialogues. Et s'il y aura des dialogues, ça sera dans la Chambre. Alors, entre les séances consécutives pour élire le président, on peut parler là-bas. Mais pour parler en dehors et dire on ne s'est pas tous convaincus pour un même président, alors c'est la faute de tout le monde et de tous les partis. Alors, ce n'est pas le cas. Si on veut être comme... ou travailler comme les parlements, comme la Constitution, on va aux chambres de parlement et on élit le président là-bas. Toute autre chose, dialogue, est inacceptable, spécialement un dialogue avec des gens qui ne veulent pas le Liban, avec des gens qui assassinent les gens, avec les gens qui prennent le gouvernement et l'État à une place qui ne ressemble jamais au Liban. Ça, c'est clair. Donc, c'est définitif, vous n'allez pas assister au dialogue? Bien sûr que non. Il y a une constitution et on va à la Chambre des parlements et c'est tout. Vous allez assister à, une session parlementaire pour voter ou bien pour voter le budget avant l'élection présidentielle? Maintenant, la Chambre de parlement est une forme seulement pour élire le président. C'est tout. Alors, on va assister à aucune session pour le budget ou autre chose. Alors, la priorité, parce que le budget, sans président, sans gouvernement, rien ne va changer. Alors, on va premièrement avoir un président et puis un gouvernement et puis on peut commencer avec toutes les réformes et tout ce qu'on peut faire. Avec ce gouvernement qui a pris le Liban jusqu'à ce qu'on est maintenant, qui a détruit le Liban, alors on ne connaît pas si on fait les réformes ou tout ce qu'on fait va aller à une autre place ou non, je ne crois pas. Alors, ça sera la même chose. Professeur Maroun Khater, on a commencé cette discussion au niveau politique avec M. Saïd Asmar, mais certainement, il ne faut pas séparer l'économie de la politique. Certainement. Il y a une corrélation aussi forte entre l'économie et la politique. Dire stabilité politique, dire relance, c'est dire confiance. Il faut commencer d'où? Pour moi, le problème, d'ailleurs, ce n'est pas un problème qui émane de l'économie, mais l'économie, c'est une des résultantes de la crise politique qui dure depuis déjà plusieurs années, même avant les derniers incidents et la dernière chute du Liban.
Le problème du Liban, c'est que la structure du pays, elle devient hybride. Le pays, il s'éloigne de plus en plus des institutions. Il s'éloigne de l'état de loi. Il va vers une structure qui est hybride, et le côté hybride, il fait que l'État, il devient de plus en plus faible, et la situation, je veux dire, politique, Donc il faut remettre en question tout le politique, système. sociale, économique, monétaire, ça suit. Et Il par faut suite, remettre en question tout le système. il faut remettre en question, je ne sais pas, mais il faut au moins appliquer ce qui est voté. Avant de dire il faut bouleverser ce que nous avons pour aller vers quelque chose qui est très nouveau, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers l'application des lois que nous avons? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas d'instaurer une justice qui défend les droits des Libanais qui continuent à y vivre, et des autres qui sont prêts à revenir ou à appuyer le pays en envoyant de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on continue à vivre dans ce système qui devient vraiment très difficile, et dans ce système qui devient vraiment sans horizon? Et par suite, la solution, elle doit commencer par la politique. Je suis convaincu, et je le dis et je le redis. Si jamais ils vont commencer à faire et à proposer des solutions qui émanent de la politique, de l'économie ou du monétaire, ça ne va pas aboutir. Parce que le problème, en termes de cause, c'est un problème politique. Lorsqu'on essaie de résoudre la monnaie, disant en faisant ça, l'économie, elle va se rétablir, on est en train de dire quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Il faut commencer par la politique et aller vers l'économie. Mais les forces libanaises aujourd'hui, en tant que parti politique, rendent Hezbollah responsable de la crise. Ils n'appliquent pas la loi. Ils n'appliquent pas la loi, c'est ce que Maroun veut veut dire. On a des lois vraiment, mais on n'applique pas la loi parce que c'est tout à fait lié à la politique. Et c'est pour cela on dit maintenant on doit changer tout le système. Oui, mais de tout temps, vous disiez que le Hezbollah aujourd'hui couvre l'évasion fiscale, il couvre la contrebande, il couvre la corruption. Vous dites quoi? Vous êtes d'accord? Moi, je ne vais pas foncer dans le côté politique des choses. Moi, je dis que... Vous échappez. Non, je n'échappe pas, mais la vérité, c'est que toute partie qui n'applique pas la loi, qui participe à avoir des frontières qui ne sont pas contrôlées, qui participent à l'évasion fiscale, qui fait rentrer de l'argent dans le pays, que ce soit Hezbollah ou d'autres partis, ils participent et ils assurent le continuum de ce que nous vivons maintenant. Et par suite, la solution, ce n'est pas d'aller vers une nouvelle guerre, mais c'est d'aller vers un nouveau consensus, vers une nouvelle ère. Quel genre de consensus? Le consensus qui se base sur l'égalité. Si jamais on va rester dans un pays où il y a des Libanais qui respectent la loi, d'autres qui ne la respectent pas, alors le pays en tant que structure, il ne peut pas connaître le succès, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique ou monétaire, ni sur n'importe quel plan. Et par suite, il faut que nos compatriotes soient tous convaincus qu'un pays, c'est un pays qu'on doit construire ensemble, qu'il y a tout le monde qui doit respecter la loi, qu'il y a tout atout de force qu'un parti ou l'autre possède, qu'il doit être mis à la disposition des forces de l'ordre libanaises, et que la décision du pays soit une décision qui est prise dans le cadre des institutions et pas dans un cadre régional qui émane de la politique. Sans le dire, c'est utopique. Et alors, il n'y a pas de pays. Alors, les 100 prochaines années vont être semblables à leurs précédentes. Alors, si jamais on n'est pas convaincu que le Liban, il ne peut pas continuer avec le système qui le gouverne et le système d'ailleurs qui le gère, alors c'est une perte de temps qui ne va pas s'arrêter. On ne va pas avoir un pays. Vous dites quoi, M. Asmar? Je disais sans le dire, il dit que c'est Hezbollah qui est responsable. Parce que ce qu'il a dit, ça s'applique directement à Hezbollah. C'est lui qui est au-dessus de la loi. C'est lui qui n'applique pas l'égalité. C'est lui qui ne répond pas à la section judiciaire. Alors Hezbollah, c'est la corruption lui-même. En fin de compte, vous voulez dire que la seule solution, c'est le fédéralisme au Liban? Pas le fédéralisme, tout à fait, mais on peut discuter ça dans la Chambre. Ça peut être la décentralisation financière, administrative. Pour la décentralisation, il faut être avec lui, donc. On est avec lui, mais ça ne passe pas avec un dialogue avec Hezbollah. Ça sera un dialogue dans la Chambre avec tout le monde. Parce que ce n'est pas quelque chose pour Hezbollah ou pour Gebran Bassil. C'est pour tous les Libanais. Et les parlementaires, c'est eux qui doivent voter pour cette décentralisation, pas Hezbollah et Gebran Bassil seulement. Professeur Khater, est-ce que vous pensez que, tout en remettant aujourd'hui tout le système en question, passer à une décentralisation ou bien au fédéralisme ou à un autre modèle,
Est-ce que ça serait une des solutions envisageables pour une relance possible? Pour moi, lorsque vous parlez Liban, vous parlez d'une surface qui est très limitée. Vous parlez, comme je vous l'ai dit, je veux dire des communautés qui sont vraiment sous le terme Liban, mais qui sont peut-être un peu différentes. Et le fait d'aller, je veux dire, d'aller découper le pays en des régions ou bien en des cantons, je ne sais pas. Côté surface, pour moi, ce n'est pas faisable. La décentralisation avec toute l'anarchie politique et sociopolitique et avec le confessionnalisme qu'on vit et avec des régions d'ailleurs qui échappent à la loi et d'autres qui l'appliquent, ça fait que toute solution qui précède cette décision de vivre ensemble, de construire un pays, elle ne va pas aboutir. Parce que si jamais la décentralisation est appliquée, il n'y a rien qui va garantir que les gens qui ne payent pas aujourd'hui paieront demain. Mais avec la décentralisation financière. La décentralisation financière, il n'y a rien qui... Il faut appliquer Taïf, parce que Taïf aussi a bien mentionné la décentralisation élargie. Taïf, lorsqu'il a été voté, il visait un pays qui s'appelle le Liban. Et pas une multitude de sous-pays qui vivent ensemble, parmi lesquels il y a des partis qui appliquent, d'autres qui n'appliquent pas la loi. Et le fait de parler décentralisation dans le cadre d'un pays ou bien dans ce qu'on appelle, moi j'ai noté quelque chose ici, un état de non-droit. Un état de non-droit. Alors ça fait que l'application de la décentralisation, elle va avoir le même sort et le même destin que ce qu'on vit maintenant. Et par suite, il n'y a rien qui interdit les personnes qui ne payent pas de venir dans les zones où ils doivent payer et qui ne payent pas. Et par suite, là, le fait de travailler sur de nouveaux modèles politiques et économiques, ça ne peut pas se faire avant qu'il y ait ce grand consensus, ce grand pacte entre les Libanais, qu'ils soient tous d'accord que ce qu'on vit ne peut pas durer et qu'on est dans l'obligation d'aller vers un pays, un nouveau Liban, avec une égalité, avec une loi, avec une constitution qui est respectée, avec une seule armée et avec une décision de guerre qui est prise dans le cabinet. Et par suite avec un pays qui va vers l'horizon, avec un pays qui ne se limite pas à ses problèmes et qui n'arrête pas de patiner et qui ne progresse pas. Monsieur Asmar, le Premier ministre sortant Najib Mikati, au cours de sa rencontre avec la vice-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques Victoria Nuland, a déclaré que le gouvernement a achevé les projets de réforme requis par le Fonds monétaire international et a transmis le dossier au Parlement, qui est désormais chargé d'approuver les mesures qu'il juge appropriées. Il vous rend responsable de ne pas voter les lois de réforme et les projets de réforme qui ont été votés par le gouvernement. Parce que premièrement, on doit élire un président. On revient à la même réponse. On revient à la même réponse. Ça, c'est de un. De deux, les réformes qu'ils ont envoyées, et je peux dire très clairement, la plupart de ces réformes sont sur papier seulement, ils ne sont pas logiques et ils ne sont pas ni pratiques. Alors, si on veut faire des réformes vraiment, on a besoin d'un nouveau gouvernement et ainsi de suite, alors un nouveau président. Vous êtes d'accord? Sans président, on ne peut rien faire. Oui, bien sûr. Là, pourquoi ils n'ont pas voté toutes ces lois lorsqu'ils étaient un gouvernement proprement dit? Pourquoi, en tant que gouvernement sortant, ils veulent maintenant aller vers toutes ces réformes? Deuxièmement, la priorité du Parlement maintenant, c'est l'élection du président. Et nous, parce qu'on croit que le Liban, il doit se baser sur ces institutions, alors on dit que ce n'est pas le temps de faire un reclassement des priorités, comme l'a prononcé le Premier ministre. Il faut aller directement vers l'élection d'un nouveau président, d'un nouveau gouvernement, et puis vers un nouveau plan de réforme, ainsi de suite, vers un nouveau Liban. Mais si jamais on va continuer à faire du favoritisme politique qui donne un classement de priorité qui est illogique, alors il y a tout ce qu'on vit qui va durer et on ne va pas arriver à une solution. Aussi, le Premier ministre Najib Mikati a déclaré que l'État est le principal responsable de l'effondrement économique au Liban, sans pour autant oublier la culture de corruption, du gaspillage au sein de la fonction publique et le manque de réformes. Vous êtes d'accord? Moi, je vois qu'il a lui-même fait partie de cette... de l'effondrement.
Oui, mais bien sûr, le fait qu'on est là, qu'on est député pour des années, qu'on est ministre pour des années, qu'on a participé à tous les plans de réforme et à tous les plans d'action des gouvernements, après, on ne peut plus être descriptif. On ne peut pas dire, voilà les gens qui ont gouverné le Liban, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais vous-même, vous avez été partie de ce qui a été fait au Liban. Et tout ce qui a été nommé réforme, plan, etc., ils ont été soit mal faits, soit non votés, soit violés. Le jour où vous étiez vous-même député ou ministre, ou récemment, lorsque vous étiez vous-même Premier ministre du pays, et où vous avez proposé un plan de réforme qui est vraiment, Le plan de Saad Hichem. qui est vraiment je veux dire, inacceptable pour une relance du pays et de son économie. Et par suite, tout ce qui a été présenté comme projet de loi, c'est des projets de loi qui sont vraiment nazes et inacceptables. Et voilà, on ne peut pas être descriptif, on ne peut pas dire que l'État, etc. Mais vous, l'État, c'est vous, le peuple, c'est nous. Et par suite, s'il y a quelqu'un qui peut décrire pour responsabiliser, c'est bien nous, parce que vous avez pris les décisions et vous avez décidé ce que vous avez à faire et vous avez échoué. Donc vous rendez le gouvernement responsable. La gestion de crise, pour vous, la gestion de crise était aussi mal? Tous les gouvernements, toutes les chambres de députés, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, ils auraient dû faire un travail qui est beaucoup mieux de ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Le Liban, il ne s'est pas effondré économiquement par hasard. Il y a eu un cumul. C'est un cumul, mais c'est une déviation plus qu'un cumul. Parce qu'ils ne sont pas allés sur la bonne voie. Ils n'ont pas décidé de créer un pays avec une économie qui est rigide. Mais au niveau de la gestion de la crise, avec le plan Hassan Diab, avec le défaut de paiement, avec le plan Saad Hichem. Ça, ce n'est pas des plans. Ça, c'est des... Je sais pas. La décision qui a été prise par le gouvernement. Ça, c'est du n'importe quoi écrit. Hassan Diab, l'arrêt de paiement ou bien le défaut de paiement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un pays qui possède 33 milliards de dollars en poche et qui arrête de payer sans aller négocier avec ses créanciers. Comment est-ce que vous voulez que je qualifie vous, en tant que chercheur en économie et en finance, vous dites quoi? Vous dites comment, moi je dis, comment expliquer l'impact ou bien les retombées d'une telle décision? Regardez, si on revient le jour où cette décision elle a été prise, si jamais lui, Hassan Diab, il savait qu'il avait les atouts pour aller vers un nouveau Liban, une nouvelle ère du gouvernement du pays, et il a décidé ce qu'il a fait. Il fallait bien que l'étape 1, c'est l'arrêt, l'étape 2, c'est la négociation avec les créanciers. Ce n'est pas l'arrêt et dire bye-bye. Hein. L'arrêt, on arrête ici. L'arrêt, oui, le fait de gaspiller, je ne sais pas, 17-18 milliards de dollars pour les subventions, alors c'est très dichotomique. 2, lorsqu'on a arrêté de payer, et le Liban, il a continué, il a été d'ailleurs isolé des marchés financiers internationaux. On n'a pas eu un plan de réforme, on a eu un gaspillage de temps qui continue jusqu'à maintenant. Alors je vois que la décision de la cessation de paiement, elle était une aventure qui était mal calculée quelque part. Le fait qu'on n'ait pas encore arrivé à un plan de réforme acceptable avant la fin du mandat du président Aoun jusqu'à maintenant, ça fait que le pays il est en train de perdre le temps, qu'il y a un manque de sérieux qui devient chronique. Et voilà, le fait de continuer à décrire ce qu'on a vécu, ça fait encore un gaspillage de temps. Il faut trouver le point de départ pour la solution. Et le point de départ pour la solution, il ne peut que commencer par l'élection d'un président. Un président, de la un République. Gouvernement, voilà. Et sinon, une nouvelle politique monétaire. Sinon, comme le dit le gouverneur de la Banque centrale, Mansouri, ou bien le Premier ministre Miati, le gouvernement libanais, il est prêt, ou la Banque centrale, elle est prête à assister le Parlement à voter des projets de loi de réforme. Ça, c'est pas le bon moment. Le Parlement, il n'a pas le temps, il n'a pas du temps à gaspiller pour ça maintenant. La priorité du gouvernement, c'est d'aller et d'élire un président. Et par la suite, après, on verra bien. Il y a plein de plans de réforme qui peuvent être votés. Mais par la suite, il ne faut pas jouer, je veux dire, au reclassement des priorités. Très bien. Vous avez bien mentionné Wassim Mansouri, le gouverneur par intérim. La nouvelle direction de la BDL a décidé récemment de supprimer progressivement la plateforme Sayrafa.
établir une autre plateforme, Bloomberg. Le mécanisme de fonctionnement de Bloomberg se basera sur l'offre et la demande. Celles-ci seront canalisées par les banques et les changeurs. Le succès de la plateforme dépendra de la capacité de ces deux acteurs à attirer les opérateurs d'achat et de vente du billet vert, puisque le gouverneur Wassim Mansouri s'est engagé à ne pas piocher dans les réserves de devises fortes de la BDL. Vous dites quoi à propos de Bloomberg? Regardez, Maurice, lorsque Saïrafa elle a été conçue par la BDL, elle a été conçue sous la loi 318 libanaise qui lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Le fait qu'on voit c'est la loi 44 aussi. Donc, oui, mais la 318, sur base de laquelle ils ont formé la commission contre le blanchiment d'argent de la BDL. Lorsque vous voyez que Saïrafa elle applique plus les règles ou bien les consignes de transparence qui sont d'ailleurs mentionnées par la loi et qui ne réussit pas à s'imposer en tant que référence sur le marché de change. Il faut se questionner des causes. Il ne faut pas encore une fois décrire. Et le fait de dire remplacer Saïrafa, ça peut aboutir à une solution au problème, c'est encore faux. Parce que le fait que Saïrafa était incapable d'accomplir son rôle, il revient au fait que le pays, c'est un pays qui vit un problème qui est vraiment grave. Et par suite, le remplacement de Saïrafa par Bloomberg, qui est d'ailleurs, qui n'est pas le décideur, qui est l'hôte, et que la Banque centrale reste le décideur, ça ne fait pas résoudre le problème. Parce que d'ailleurs, Bloomberg, en tant que plateforme, ne peut pas résoudre le problème que nous vivons parce que le problème il est à la base politique et puis économique et monétaire. Et deuxièmement, le fait que la Banque centrale décide de ne pas intervenir sur le marché de change, c'est vraiment une décision qui est très faute économiquement. Il n'y a pas une banque centrale au monde qui n'intervient pas sur son marché de change. Mais si la Banque centrale aujourd'hui n'a pas les moyens, elle fait comment? Si la Banque centrale, quel outil elle doit utiliser? Mais si la Banque centrale n'a pas les moyens, les moyens, ce n'est pas les moyens qui sont de tous les jours. Mais le fait de dire on n'a pas les moyens, on ne fait rien, ça veut dire on dit que le taux de change, il va commencer à aller vers l'infini. Alors, le fait de dire, mais maintenant, la question qui se pose, c'est encore plus. Si vous n'avez pas les moyens, et si vous avez une stabilité qui est une stabilité, je veux dire, artificielle, qui est instaurée, pourquoi est-ce que vous jouez un mauvais tour et vous prenez le risque d'aller vers une nouvelle plateforme? Pourquoi est-ce que vous faites pas, je veux dire, je dis ça aux politiciens, pas à Wassim Mansouri en tant que gouverneur de la BDL. Moi, je dis ça aux politiciens. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas l'effort pour aller vers une solution? Pourquoi vous êtes en train de gaspiller le temps avec des solutions qui vont pas aboutir? Saïrafa, ce n'est pas le problème. La typologie des plateformes, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le pays, il est sans frontières. C'est un pays où il n'y a pas de projet de budget. C'est un pays où il y a un déficit budgétaire, un déficit dans la balance commerciale, un déficit partout, et un pays qui respire plus. Alors, le fait de dire le problème, il n'est pas dans tout ce que j'ai cité. Le problème est que Saïrafa n'est pas transparente. Là, le fait qu'elle ne soit pas transparente, c'est quelque chose qui est vraiment grave, mais ce n'est pas le problème du Liban. Le problème du Liban, il est ailleurs. Oui, les recommandations des organismes internationaux, c'est de trouver une solution pour l'économie du cash au Liban. Nous avons un problème aujourd'hui au niveau du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme. Théoriquement, le volume des importations du Liban, qui s'élève à 1,6 milliard par mois, sera repérable sur la plateforme et constituera, s'il en faut, un genre de bonne conduite du Liban. Lorsque vous dites qu'il y a un problème d'économie de cash, le problème d'économie de cash n'est pas causé par la plateforme Saïrafa, il est causé par le fait que les frontières ne sont pas contrôlées et le fait qu'on n'a pas un système bancaire qui travaille. Et par suite, le fait d'instaurer une nouvelle plateforme et l'appeler Bloomberg ou autre et dire que le fait qu'on a cette plateforme, alors le problème est résolu, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais. Parce que le fait que vous n'avez pas des banques et par suite que ces opérations entrent via et par le biais de cette plateforme, vous n'êtes pas capable ni de réglementer
d'arrêter ou d'intervenir sur la qualité des fonds qui circulent, ni de savoir les sources et l'utilisation de ces fonds. Et par suite, si cette plateforme elle est instaurée, il y a tout le monde qui va faire un bypass sur elle. Parce que les gens qui détiennent l'argent sale, ils n'ont pas intérêt à aller sur cette plateforme parce qu'ils seront peut-être... il y a le compliance. Voilà. Donc, et surtout que la plateforme, elle est américaine. Et les changeurs de catégorie A aussi, je ne sais pas, peut-être ils ont un conflit d'intérêt avec cette plateforme elle-même. Et par suite, les autres changeurs aussi, ils ne veulent pas que les opérations aillent là-bas. Comme j'ai bien compris, c'est les banques qui vont opérer avec Bloomberg directement pour l'achat et de vente. Que ce soit les banques ou les changeurs catégorie A. Le premier problème, c'est d'où ils vont chercher les dollars et qui est prêt à vendre les dollars aux banques aujourd'hui. Mais il y a tout le monde qui n'aime plus les banques. Deux, qu'est-ce qui peut arrêter la spéculation sur le marché de change? Et par suite, est-ce que les changeurs catégorie A, ils n'ont pas un conflit d'intérêt avec la plateforme elle-même? Et de même, les autres changeurs qui ne vont pas pouvoir l'utiliser. Et trois, si jamais le dollar il a été précisé en tant que cours sur la plateforme à 90, qui est-ce qui peut interdire au marché parallèle de mettre une parité, de mettre un prix qui est à 92 et par suite d'arrêter le travail alors pratique de cette plateforme? Le fait de dire la plateforme, elle peut résoudre le problème, je vois ça c'est quelque chose qui n'est pas en relation avec la vérité. Avant de continuer, parce que j'ai bien le dossier des réfugiés syriens que je dois aussi évoquer avec vous, M. Saïd Asmar, et la solution pour la crise des réfugiés syriens. Mais vous dites quoi à propos du budget 2024 Le fait de respecter les délais, ça veut pas dire que ce qui a été voté, c'est quelque chose qui est bien. Un. De deux, qu'un gouvernement termine son projet de budget à temps, ce n'est pas un acte héroïque ni un grand exploit. Ça, c'est quelque chose qui devrait être normal. Trois, le fait de voter un budget 2024 avant que le budget 2023 ne soit voté par le Parlement, pour moi, c'est ridicule. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se voir devant son miroir avec des capacités aussi limitées. Et puis, au niveau financier, au niveau budgétaire, ce budget-là, vous le voyez comment? Regardez, lorsque vous parlez budget, vous ne parlez pas règle de 3. Un budget, ça reflète les politiques, d'ailleurs budgétaires, qui doivent s'allier avec les politiques monétaires du pays. Alors, il faut faire partie d'une des écoles économiques, que ce soit l'école keynésienne ou l'école néoclassique. Et par suite, il faut solliciter soit la demande, soit l'offre, et se baser quelque part sur les théories économiques pour aller sur un budget ou pour aller sur un projet de budget. Le fait d'aller dire le budget de l'État 2024, c'est une règle de 3. J'ai besoin des dépenses, d'un montant de dépenses X, alors je fais des recettes Z, et par suite, là, je fais augmenter les taxes dans un pays qui connaît une croissance économique négative. Ça, c'est contre la logique, pas seulement contre les théories économiques. Et le fait d'avoir un budget 2024 avec aucune... À quel taux de change? Comment pouvoir pas seulement le fait d'arrêter ça, Rafa, d'aller sur une parité qui est flottante. On ne sait pas, le budget, il se base sur quelle parité et sur quelle plateforme. Ça, c'est un problème. Vous êtes pour un free floating? Certainement pas pour le moment. Le fait d'appliquer un taux de change flottant, lorsqu'on ne fait pas partie d'une pensée économique qui est bien claire, et lorsque notre budget d'État et notre côté pratique ne se base pas sur la théorie, c'est un genre de suicide économique pour le pays. Alors, lorsqu'on fait un free floating avec une banque centrale qui est incapable d'intervenir sur le marché de change, avec un pays qui est sans frontières, avec 1001 problèmes
qui persiste et qui augmente. Alors ça fait que c'est comme si on prédit que le cours de change il va monter vers l'infini encore une fois. Alors pour tous ceux et celles qui essaient d'appuyer le cours de change flottant ou bien qui font le lien entre l'instauration de la plateforme Bloomberg et cette approche de taux de change flottant, alors j'aimerais bien leur dire que le fait de penser de cette manière, c'est quelque chose qui va avoir des effets et des impacts qui sont destructifs sur l'économie et sur la monnaie pour ceux qui restent du Liban. Donc voilà, nous avons eu une discussion économique et financière. Revenons à la politique et à l'économie ensemble, le dossier des réfugiés syriens. Aux quelques 2500 000 Syriens, selon les chiffres non officiels, installés au Liban depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, aujourd'hui vient s'ajouter des milliers de nouveaux réfugiés. Depuis août, les passagers illégaux au niveau de la frontière libano-syrienne connaissent une activité intensive liée à un nouveau mouvement de migration vers le Liban. Comment sortir de cette crise? Qui en est responsable? Qui ne veut pas le retour des réfugiés syriens en Syrie? Alors, si on regarde ce problème qui n'est pas nouveau, alors on peut dire vraiment que le régime syrien qui laisse ses frontières illégaux et légaux ouvertes pour tous les Syriens pour arriver là. Et la communauté internationale en même temps, son intérêt est de dire qu'ils restent au Liban. Je ne veux pas avoir les Syriens à Europe. Alors, ils font leur propre intérêt. Mais nous, les Libanais, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils étaient depuis 2011, ils disaient on doit arrêter ça, mais vraiment, l'acte, ça c'est pour le gouvernement et directement pour le ministre de Défense et pour le gouvernement tout entier. Ils n'ont pris aucune décision politique pour donner à la sécurité générale, ni pour les armées, pour prendre compte de ces frontières et de ne laisser aucune personne passer, pas de logistique. Qui est responsable? C'est le régime syrien, c'est la communauté internationale, c'est le gouvernement? Vraiment, ça, c'est pour ça, nous, que Libanais, en tant que pour notre gouvernement. Ça, c'est premièrement. Parce que notre gouvernement qui doit prendre des actes et doit prendre faire quelque chose, de trouver une solution pour les frontières. Minimum pour donner les logistiques et les nombres pour les armées, pour ces passages illégaux d'être fermés. Ok, ça c'est clair. Et la communauté internationale responsable? La communauté internationale n'est pas responsable. Elle fait son intérêt, qu'est-ce que j'avais dit? Elle nous donne de l'argent pour laisser ces Syriens au Liban. Elle leur donne de l'argent pour les laisser ici. Elle leur donne et elle donne aussi pour les gens politiques et des gens dans notre gouvernement qui prennent forme des NGO pour prendre de l'argent pour leur propre poche et pour la communauté qui les entoure. Professeur Khater, aujourd'hui, le poids du dossier des réfugiés au niveau économique, au niveau chômage, au niveau pauvreté, et c'est un fardeau qui est aussi lourd. Comment sortir de cette crise? Ce qui est sûr que l'infrastructure que nous avons est incapable de servir les Libanais seuls. Comment alors, avec des millions de Syriens qui sont là, ici, mal organisés, qui prennent une partie de notre PIB, qui sont en compétition même avec les Libanais qui travaillent, qui sont mal organisés du côté légal et du côté social. Et par suite, la solution, ce n'est pas une solution qui émane seulement de notre détermination à terminer ce problème, mais je vois qu'il y a une envergure qui est plutôt internationale. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à les garder ici, et je ne sais pas pourquoi, mais l'important pour nous, au moins, c'est de ne pas laisser ce problème s'aggraver, de contrôler nos frontières, d'arrêter les gens qui essaient maintenant de venir, d'arriver au Liban. Mais je vois que ce problème, c'est un problème qui est complexe. Et il faut que tous les Libanais soient d'accord et qu'ils fassent le même effort pour terminer ce problème qui a des impacts économiques et financiers qui deviennent de plus en plus graves. Professeur Maroun Khater et monsieur le député Saïd Asmar, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.